Au cœur de Venise, là où les eaux de la lagune rencontrent les pierres les plus anciennes de l'histoire européenne, s'élève un édifice qui, pendant des siècles, a incarné la puissance absolue d'une république unique au monde. Ce palais, avec ses arcades élégantes et sa façade de marbre rose, a été le centre névralgique d'un État qui dominait la Méditerranée. Mais derrière cette beauté architecturale se cache une histoire bien plus complexe. Car pour chaque salle dorée, où les nobles prenaient des décisions qui changeaient le destin de nations entières, il existait un cachot humide où des hommes attendaient dans l'obscurité totale. Pour chaque banquet somptueux célébré dans ces salons, il y avait probablement quelqu'un qui murmurait une dénonciation dans l'oreille du pouvoir. Cette dualité, cette tension permanente entre la lumière et l'ombre, entre la gloire et la terreur, définit l'essence même de ce lieu extraordinaire. Comment un État qui se vantait d'être une république éclairée a-t-il pu développer l'un des systèmes de surveillance et de répression les plus sophistiqués de son époque? Qui étaient ces hommes qui gouvernaient depuis ces murs? Et comment ont-ils réussi à maintenir leur pouvoir pendant plus de 1000 ans? Et pourquoi, aujourd'hui, des millions de visiteurs parcourent ces couloirs en admirant leur beauté sans jamais vraiment comprendre tout ce qui s'y est passé? Dans les prochaines minutes, nous allons explorer ensemble l'histoire documentée de ce palais légendaire, ses secrets, ses contradictions et les réflexions qu'il nous inspire encore aujourd'hui. Si les histoires de palais, de pouvoir et de mystère vous fascinent, pensez à vous abonner. Nous commençons. Le palais des Doges, comme on l'appelle officiellement, est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture gothique vénitienne. Situé sur la célèbre place Saint-Marc, il domine la lagune avec une présence majestueuse qui impressionne les visiteurs depuis des siècles. Sa construction actuelle date principalement du XIVe et du XVe siècle, bien que des structures antérieures aient existé sur ce même emplacement depuis le IXe siècle. L'édifice servait simultanément de résidence pour le Doge, le chef élu de la République de Venise, de siège du gouvernement, de cour de justice et de prison d'État. Cette concentration de fonctions dans un seul bâtiment n'était pas un hasard. Elle reflétait la conception vénitienne du pouvoir, décentralisée, efficace et profondément consciente de l'importance des symboles. Les façades du palais, avec leurs colonnades superposées et leurs motifs géométriques en marbre blanc et rose, créent un effet visuel saisissant. La loggia du premier étage, avec ses arcs ogivaux délicats, semble presque flotter au-dessus de l'arcade du rez-de-chaussée. Cette légèreté apparente contraste de manière frappante avec la massivité habituelle des palais médiévaux. Et ce contraste était intentionnel. Venise voulait projeter une image de raffinement, de culture et de sophistication qui la distinguait des autres puissances européennes de son temps. Les guides touristiques d'aujourd'hui insistent sur la beauté des salles d'apparat, sur les œuvres du Tintoret et de Véronèse qui ornent les plafonds, sur l'escalier des géants où les doges étaient couronnés. Et tout cela est absolument vrai. Ce palais est effectivement un trésor artistique d'une valeur inestimable. Mais toute grande construction possède une histoire plus large qui apparaît rarement dans les brochures officielles. Car au-delà de sa magnificence visible, le palais des Doges était aussi le cœur d'un système politique complexe, parfois admiré pour son efficacité, parfois redouté pour sa rigueur. Pour comprendre véritablement ce lieu, il faut d'abord comprendre la société qu'il a créée. Venise, au sommet de sa puissance, était une anomalie politique dans l'Europe médiévale et renaissante. Alors que le reste du continent était dominé par des monarchies héréditaires, Venise fonctionnait comme une république oligarchique où le pouvoir était partagé entre les familles nobles inscrites dans le livre d'or. Le Doge, malgré son titre impressionnant et ses habits somptueux, n'était pas un monarque absolu. Il était élu par un processus extraordinairement complexe qui impliquait plusieurs tours de vote et de tirage au sort. Un système conçu pour éviter les conspirations et les manipulations. Une fois élu, le Doge était soumis à de nombreuses restrictions. Il ne pouvait pas rencontrer seul des ambassadeurs étrangers. Il ne pouvait pas ouvrir son courrier sans témoin. Il ne pouvait pas quitter Venise sans autorisation. En réalité, le véritable pouvoir résidait dans les différents conseils qui gouvernèrent la République. Et parmi eux, le plus redouté était sans doute le Conseil des 10, créé à l'origine en 1310 comme mesure temporaire après une tentative de coup d'État.
le Conseil des Dix devint rapidement une institution permanente chargée de la sécurité de l'État. Ses membres, renouvelés chaque année, détenaient des pouvoirs extraordinaires. Ils pouvaient arrêter, juger et condamner en secret. Ils pouvaient ordonner des exécutions sans appel. Ils supervisaient un réseau d'informateurs qui s'étendait à travers toute la ville et au-delà. C'est ici que le palais des Doges révèle sa nature double, car les mêmes murs qui abritaient les plus belles œuvres d'art de la Renaissance contenaient également les instruments d'un contrôle social rigoureux. Dans les couloirs supérieurs du palais, on trouve encore aujourd'hui les fameuses de bouches de lion, ces ouvertures sculptées dans le marbre où les citoyens pouvaient déposer des dénonciations anonymes. Ces bocche di leon, comme on les appelle en italien, avaient été disséminées dans toute la ville, mais celle du palais avait une importance particulière. Elle permettait à quiconque de signaler des crimes contre l'État, des conspirations, des fraudes fiscales ou des comportements jugés dangereux pour la République. Bien sûr, toutes les dénonciations n'étaient pas prises au sérieux. Les archives indiquent que beaucoup étaient rejetés comme des calomnies évidentes ou des règlements de compte personnels. Mais le simple fait de leur existence créait une atmosphère particulière. Dans une ville où n'importe qui pouvait être dénoncé anonymement, la prudence dans les paroles et les actions devenait une seconde nature. Il serait injuste de réduire le système vénitien à une simple tyrannie policière. La réalité était bien plus nuancée. Venise offrait à ses citoyens une stabilité politique remarquable à une époque où les guerres civiles et les changements de régime violents étaient monnaie courante ailleurs. Son système judiciaire, malgré ses aspects inquiétants, était considéré par beaucoup comme plus équitable que ceux de nombreuses monarchies contemporaines. Les étrangers qui visitaient la ville étaient bien souvent impressionnés par l'ordre qui y régnait, par la propreté relative de ses rues et par l'efficacité de son administration. Mais tout cela avait un coût. Et une partie de ce coût se payait dans les profondeurs du palais des Doges. Sous les salles dorées, sous les appartements du Doge, sous les tribunaux et les salles de conseil, s'étendait un monde complètement différent. Les prisons du palais étaient divisées en deux catégories principales, et leurs noms seuls évoquent leur nature. Les piombi, les plombs, étaient situés directement sous le toit du palais. Leurs noms venaient des plaques de plomb qui couvraient la toiture. En été, ces cellules devenaient des fournaises où la chaleur était presque insupportable. En hiver, le froid s'infiltrait à travers les murs de bois. C'est dans ces cellules que fut enfermé le célèbre Giacomo Casanova, qui réussit l'une des évasions les plus spectaculaires de l'histoire en 1756. Son récit de cette évasion, qu'il publia plus tard, nous donne un aperçu rare de la vie dans ces prisons. Les conditions qu'il décrit sont dures, mais pas inhumaines. Les prisonniers de marque pouvaient parfois recevoir des livres, de la nourriture de l'extérieur, et même des visites occasionnelles. Mais pour ceux qui n'avaient pas de relations ou d'argent, la situation était probablement bien différente. Bien pire étaient les posis, les puits, situés au niveau le plus bas du palais, pratiquement au niveau de l'eau de la lagune. Ces cachots étaient étroits, humides et perpétuellement obscurs. L'eau suintait parfois à travers les murs et certaines cellules étaient si petites qu'il était impossible de s'y tenir debout. Les documents historiques nous donnent peu d'informations sur les conditions exactes dans ces prisons les plus basses. Ce que nous savons avec certitude, c'est qu'être envoyé au Pozzi était considéré comme une sentence terrible, réservée aux crimes les plus graves contre l'État. Entre ces deux mondes, celui des salons dorés et celui des cachots sombres, s'étend le pont des soupirs. Ce passage couvert, haut et construit au début du XVIIe siècle, reliait le palais aux nouvelles prisons situées de l'autre côté d'un petit canal. Son nom romantique vient de l'idée que les prisonniers, traversant ce pont vers leurs cellules, poussaient un dernier soupir en apercevant à travers les fenêtres grillagées la beauté de Venise qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Cette image poétique, popularisée par Lord Byron au XIXe siècle, est probablement largement exagérée. À l'époque où le pont fut construit, les peines de mort étaient en devenues rares à Venise, et la plupart des prisonniers qui le traversaient pouvaient raisonnablement espérer retrouver un jour leur liberté. Mais le nom est resté, et avec lui, une certaine aura de tragédie romantique qui continue d'attirer les visiteurs aujourd'hui.
La construction et l'entretien d'un édifice de cette envergure représentaient un effort considérable. À travers les siècles, le palais fut ravagé par plusieurs incendies majeurs, notamment en 1315, en 1419 et surtout en 1574 et 1577. Ces derniers incendies détruisirent une partie significative de la décoration intérieure, y compris des œuvres inestimables de Bellini, du Titien et d'autres maîtres vénitiens. La reconstruction qui suivit mobilisa les plus grands artistes de l'époque. Le Tintoret, Véronèse et leurs ateliers travaillèrent pendant des années pour recréer la splendeur des salles d'apparat. Le résultat fut extraordinaire, mais il nous rappelle aussi que le palais que nous voyons aujourd'hui n'est pas exactement celui qui existait au Moyen-Âge. C'est une reconstruction, une réinterprétation, un palimpseste de différentes époques et de différentes visions. Comme beaucoup de grandes constructions de cette période, les chantiers du palais des Doges dépendaient d'une main-d'œuvre nombreuse. Les documents d'époque mentionnent des tailleurs de pierre, des charpentiers, des doreurs, des peintres et d'innombrables ouvriers non qualifiés. Les conditions de travail sur ces chantiers étaient probablement similaires à celles d'autres grands projets de l'époque, avec des journées longues, des risques d'accidents et une rémunération qui variait considérablement selon les compétences. Il serait anachronique de juger ces pratiques selon nos standards actuels. Le monde du XIVe ou du XVe siècle fonctionnait selon des règles différentes des nôtres. Mais il est important de se rappeler que la beauté que nous admirons aujourd'hui est le fruit du travail de milliers de personnes dont les noms n'ont jamais été inscrits dans les livres d'histoire. Derrière chaque colonne de marbre, derrière chaque plafond doré, derrière chaque sculpture délicate, il y a des vies humaines, des efforts, parfois des souffrances, qui ont rendu tout cela possible. Le fonctionnement quotidien du palais nécessitait également un personnel considérable. Des secrétaires, des gardes, des serviteurs, des cuisiniers. Tous contribuaient au fonctionnement de cette machine administrative complexe. Le doge lui-même, malgré son pouvoir limité, maintenait une cour modeste avec ses propres domestiques. Les différents conseils et tribunaux avaient leurs propres employés, leurs propres archives, leurs propres routines. Tout cela formait un monde en soi, une petite ville dans la ville, avec ses hiérarchies, ses rivalités et ses secrets. Car les secrets étaient au cœur du fonctionnement de la République de Venise. Le gouvernement vénitien était obsédé par la confidentialité. Les délibérations des conseils les plus importants étaient strictement secrètes. Les ambassadeurs vénitiens, réputés dans toute l'Europe pour leur perspicacité, envoyèrent des rapports détaillés qui étaient conservés dans des archives accessibles uniquement à quelques élus. Le serment du secret était pris très au sérieux, et ceux qui le violaient risquaient des punitions sévères. Cette culture du secret a eu une conséquence paradoxale. D'un côté, elle a préservé une quantité extraordinaire de documents qui nous permettent aujourd'hui de connaître l'histoire de Venise avec un détail remarquable. De l'autre, elle a créé des zones d'ombre, des lacunes dans notre connaissance, des mystères qui persistent malgré des siècles de recherche historique. Les siècles passent, et avec eux, les hommes qui ont gouverné depuis ces murs. Mais le palais demeure, témoin silencieux de tout ce qui s'est déroulé entre ces pierres. Pour véritablement comprendre ce lieu, il faut plonger dans les histoires de ceux qui l'ont habité, de ceux qui y ont exercé le pouvoir, et de ceux qui ont subi ce pouvoir dans ses profondeurs les plus obscures. Le doge, cette figure centrale de la République vénitienne, occupait une position unique dans l'histoire politique européenne. Élu à vie, il portait une couronne distinctive appelée le corneau ducal, une coiffe en forme de corne qui le distinguait immédiatement de tous les autres nobles. Ses vêtements étaient somptueux, brodés d'or et de pierres précieuses. Lors des cérémonies officielles, il apparaissait entouré d'une pompe extraordinaire qui rivalisait avec celle des plus grands monarques du continent. Mais cette magnificence extérieure masquait une réalité bien plus contraignante. Le doge était, en quelque sorte, le prisonnier le plus illustre du palais. Dès son élection, il prêtait un serment appelé la promission ducale, qui limitait strictement ses pouvoirs et ses libertés personnelles. Ce document, renégocié à chaque nouvelle élection, devenait de plus en plus restrictif au fil des siècles. À la fin de la République, le doge ne pouvait pratiquement rien faire sans l'approbation d'un conseil ou d'un autre.
Ils ne pouvaient pas posséder de terres en dehors du territoire vénitien. Ils ne pouvaient pas accepter de cadeaux de souverains étrangers sans autorisation. Ses fils étaient exclus de certaines fonctions importantes pour éviter toute concentration dynastique du pouvoir. Même sa correspondance personnelle était surveillée. Cette méfiance institutionnelle envers le pouvoir individuel avait des racines profondes dans l'histoire vénitienne. La République avait été traumatisée par la conjuration de Bajamonte Tiepolo en 1310. Une tentative de coup d'État qui avait failli renverser le gouvernement. C'est à la suite de cet événement que le Conseil des Dix fut créé, initialement comme mesure temporaire pour enquêter sur les conspirateurs. Mais le Conseil s'avéra si efficace qu'il devint permanent et avec lui naquit un système de surveillance qui allait définir la nature même de l'État vénitien. Les inquisiteurs d'État, créés plus tard comme une émanation encore plus secrète du Conseil des Dix, représentaient le sommet de ce système. Ces 3 hommes, dont 2 étaient choisis parmi le Conseil des Dix et un parmi les conseillers du Doge, disposèrent de pouvoirs presque illimités. Ils pouvaient ordonner des arrestations sans mandat. Ils pouvaient faire disparaître des personnes sans procès public. Ils contrôlaient un réseau d'espions qui s'étendait bien au-delà des frontières de la République. Certains historiens considèrent les inquisiteurs d'État comme les précurseurs des services secrets modernes. Leur efficacité était légendaire et leur réputation inspirait une crainte considérable, non seulement à Venise, mais dans toutes les cours d'Europe. Les ambassadeurs étrangers savaient que leurs conversations pouvaient être rapportées, que leurs serviteurs pouvaient être des informateurs, que leurs lettres pouvaient être interceptées et déchiffrées. Cette paranoïa n'était pas entièrement injustifiée. Venise, par sa position géographique et sa richesse, était une cible constante pour les puissances environnantes. L'Empire ottoman à l'est, les Habsbourg au nord, les États italiens rivaux de tous côtés. Tous représentèrent des menaces potentielles. Dans ce contexte, la surveillance constante et la répression rapide des dissidences pouvaient sembler des nécessités de survie plutôt que des excès tyranniques. Mais où se situe exactement la frontière entre la sécurité légitime et l'oppression ? C'est une question que les historiens continuent de débattre et à laquelle il n'existe probablement pas de réponse simple. Ce qui est certain, c'est que le système vénitien produisit une stabilité remarquable. Pendant plus de 1000 ans, la République ne connut jamais de guerre civile majeure, jamais de révolution sanglante, jamais de changement violent de régime. C'est un record pratiquement unique dans l'histoire européenne. Mais cette stabilité avait un prix. Et ce prix se payait souvent dans les cachots du palais des Doges. Les procès devant le Conseil des Dix, où les inquisiteurs d'État se déroulaient dans le secret le plus absolu. L'accusé ne connaissait pas toujours l'identité de ses accusateurs. Il n'avait pas toujours accès aux preuves retenues contre lui. La torture, bien que réglementée, était utilisée pour obtenir des aveux. Les peines pouvaient aller de simples amendes jusqu'à l'exécution, en passant par l'emprisonnement, l'exil ou la confiscation des biens. Les exécutions les plus graves avaient lieu en secret, souvent la nuit, parfois par noyade dans la lagune. D'autres étaient publics, destinés à servir d'exemple. Les corps des traîtres étaient parfois exposés entre les 2 colonnes de la Piazzetta, face au palais, comme un avertissement permanent pour quiconque serait tenté de défier l'autorité de l'État. Il serait tentant de voir dans tout cela un système purement oppressif, une tyrannie déguisée en république. Mais la réalité historique résiste à ces simplifications. Les archives vénitiennes, remarquablement bien conservées, montrent que la justice du Conseil des Dix pouvait aussi être étonnamment clémente dans certains cas. Des accusés étaient acquittés faute de preuves suffisantes. Les peines étaient réduites ou commuées. Des grâces étaient accordées. Le système, malgré ses aspects terrifiants, n'était pas aveugle ni automatique. Il était administré par des hommes qui, dans les limites de leur époque et de leur culture, tentaient probablement de maintenir un équilibre entre la sécurité de l'État et une forme de justice. Cela ne justifie pas les souffrances infligées dans les cachots du palais. Cela ne rend pas acceptables les condamnations prononcées sur la base de dénonciations anonymes. Mais cela nous invite à une certaine humilité dans notre jugement. Nous regardons le passé avec les yeux du présent, et il est facile de condamner ce que nous ne comprenons pas entièrement. Les hommes qui gouvernaient depuis le palais des Doges n'étaient ni des monstres ni des saints.
Ils étaient le produit de leur temps, avec ses valeurs, ses peurs et ses contradictions. Parmi les histoires les plus célèbres liées au palais, celle du doge Marino Faliero occupe une place particulière. Élu en 1354, Faliero était un noble âgé et respecté, un vétéran de nombreuses campagnes militaires. Mais quelques mois seulement après son élection, il fut accusé d'avoir conspiré pour renverser le gouvernement et s'emparer d'un pouvoir absolu. Selon les chroniques de l'époque, Faliero aurait été humilié par un jeune noble qui avait insulté son épouse. Le tribunal n'ayant prononcé qu'une peine légère contre l'offenseur, le doge aurait décidé de se venger non seulement contre son insulteur, mais contre toute l'aristocratie vénitienne. Il aurait comploté avec des membres du peuple et de la classe marchande pour massacrer les nobles et établir une principauté à la place de la République. Mais la conspiration fut découverte avant de pouvoir être mise en œuvre. Les conjurés furent arrêtés, jugés et exécutés. Et Faliero lui-même, malgré sa dignité de doge, fut condamné à mort. Le 17 avril 1355, il fut décapité sur l'escalier même du palais, à l'endroit où les doges recevaient habituellement leur couronne. C'était un message d'une clarté terrible. Personne, pas même le chef de l'État, n'était au-dessus des lois de la République. Dans la salle du Grand Conseil, et là où sont accrochés les portraits de tous les doges de l'histoire vénitienne, l'emplacement de Marino Faliero reste vide. À la place du portrait, on trouve un voile noir avec une inscription latine qui rappelle sa condamnation pour trahison. Cette absence est plus éloquente que n'importe quel portrait. Pendant plus de 6 siècles, elle a rappelé à tous les visiteurs du palais le sort réservé à ceux qui trahissent la confiance de la République. Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si Faliero était véritablement coupable de ce dont on l'accusait. Les sources qui nous sont parvenues émanent toutes du gouvernement qui l'a condamné. Certains historiens ont suggéré que la conspiration pourrait avoir été exagérée, voire fabriquée par des nobles qui craignaient les ambitions du vieux doge. D'autres pensent que les chroniques reflètent essentiellement la vérité des événements. Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Ce que nous savons, c'est que l'histoire de Faliero devint un symbole puissant, repris par des écrivains et des artistes à travers les siècles, de Byron à Donizetti, chacun y voyant une tragédie différente selon ses propres préoccupations. Une autre histoire célèbre du palais est celle de l'évasion de Giacomo Casanova. Arrêté en juillet 1755 pour des raisons qui ne furent jamais clairement expliquées, Casanova fut enfermé dans les piombi, les prisons sous les toits de plomb. Selon son propre récit, publié des années plus tard, il endura des conditions difficiles, la chaleur étouffante de l'été, le froid glacial de l'hiver, l'isolement, l'ennui. Mais Casanova n'était pas homme à accepter passivement son sort. Pendant des mois, il travailla secrètement à son évasion, utilisant un morceau de fer qu'il avait trouvé pour percer un trou dans le plafond de sa cellule. Ses plans furent contrariés lorsqu'il fut déplacé dans une autre cellule, mais il réussit à établir une communication secrète avec un prisonnier voisin, un prêtre nommé Balbi. Ensemble, ils élaborèrent un nouveau plan. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1756, Casanova et Balbi s'évadèrent en passant par les toits du palais. Après une série d'aventures rocambolesques, descendant par des fenêtres, forçant des portes, ils réussirent finalement à quitter le bâtiment et à s'enfuir de Venise. Casanova ne revint dans sa ville natale que des années plus tard, après avoir obtenu un pardon. Son récit de l'évasion, Histoire de ma fuite des prisons de la République de Venise, devint l'un de ses écrits les plus célèbres et contribua à sa légende d'aventurier audacieux. Mais au-delà de l'aspect romanesque, cette histoire nous révèle quelque chose d'important sur les prisons du palais. Malgré leur réputation terrible, elles n'étaient pas totalement imperméables. Les gardes pouvaient être corrompus ou trompés. Les prisonniers ressourcefuls pouvaient trouver des moyens de communiquer entre eux. L'évasion, bien que rare et dangereuse, n'était pas impossible. Cela ne diminue en rien les souffrances de ceux qui y furent enfermés. Mais cela nous rappelle que même dans les systèmes les plus répressifs, l'ingéniosité humaine trouve parfois des failles. Et les prisons du palais des doges accueillirent au fil des siècles une grande variété de prisonniers. Des nobles accusés de trahison côtoyèrent des marchands accusés de fraude.
Des espions étrangers partageaient les mêmes murs que des citoyens vénitiens accusés de crimes contre l'État. Des ecclésiastiques, des soldats, des artisans, des professionnels de toutes sortes passèrent par ces cellules. Certains y restèrent quelques semaines avant d'être libérés ou transférés. D'autres y passèrent des années, parfois des décennies. Quelques-uns n'en sortirent jamais. Les conditions variaient considérablement selon le statut du prisonnier et la nature de son crime. Ceux qui avaient de l'argent ou des relations pouvaient parfois améliorer leur sort, obtenir une cellule plus confortable, une meilleure nourriture, des livres pour passer le temps. Les plus pauvres ou les plus isolés subissaient des conditions bien plus dures. Dans les pozzi, les cachots les plus bas, certaines cellules étaient si étroites qu'un homme pouvait à peine s'y allonger. L'humidité constante favorisait les maladies. L'obscurité permanente affectait la santé mentale des prisonniers. Les témoignages qui nous sont parvenus décrivent un monde de désespoir, où le temps perdait toute signification. Mais il faut être prudent avec ces témoignages. Beaucoup ont été écrits des années après les faits, parfois par des personnes qui avaient intérêt à exagérer leur souffrance. D'autres sont des récits de seconde main, transmis de génération en génération avec les déformations inévitables de la tradition orale. Nous savons que les prisons du palais étaient redoutées. Nous savons qu'elles étaient dures. Mais reconstituer avec précision les conditions exactes de détention reste un exercice difficile, surtout pour les périodes les plus anciennes où les documents sont rares. Ce qui est certain, c'est que le système pénitentiaire vénitien évoluait au fil des siècles. Les nouvelles prisons, construites de l'autre côté du pont des Soupirs à la fin du XVIe siècle, représentaient une amélioration par rapport aux vieux cachots du palais. Les cellules étaient plus grandes, mieux aérées, moins humides. Cette évolution reflétait probablement une prise de conscience progressive que des conditions de détention trop inhumaines étaient contre-productives. Un prisonnier mort de maladie ne pouvait pas payer d'amende ni révéler d'informations utiles. Un prisonnier devenu fou ne pouvait pas être réformé ni réintégré dans la société. Même si ces considérations étaient probablement plus pragmatiques qu'humanitaires, elles conduisirent néanmoins à certaines améliorations. Au-delà des prisons, le palais des Doges était aussi le théâtre d'une vie diplomatique intense. Venise, par sa position au carrefour de l'Orient et de l'Occident, était un centre névralgique des relations internationales. Des ambassadeurs de toute l'Europe et au-delà venaient au palais pour négocier des traités, résoudre des conflits, nouer des alliances. Les grandes salles d'apparat servirent de cadre à ces rencontres diplomatiques. La magnificence du décor n'était pas gratuite. Elle était destinée à impressionner les visiteurs, à leur rappeler la puissance et la richesse de la République. Chaque tableau, chaque sculpture, chaque ornement doré envoyait un message sur la grandeur de Venise. La salle du Grand Conseil, avec sa taille immense et son plafond couvert des œuvres des plus grands maîtres vénitiens, était particulièrement impressionnante. C'est là que se réunissaient tous les nobles vénitiens ayant droit de vote. Parfois, plus de 1000 personnes à la fois. La salle pouvait accueillir cette foule grâce à ses dimensions exceptionnelles, environ 54 mètres de long sur 25 mètres de large. Le plafond, entièrement couvert de peinture, représentait des scènes glorifiant l'histoire de Venise, ses victoires militaires, ses vertus civiques, sa dévotion religieuse. Au centre trônait l'immense toile du paradis, peinte par le Tintoret et son atelier, considérée à l'époque comme la plus grande peinture sur toile du monde. Cette accumulation de splendeur visuelle était destinée à créer un effet d'écrasement. Quiconque entrait dans cette salle, qu'il soit noble vénitien, ambassadeur étranger ou simple visiteur, devait se sentir minuscule face à la grandeur de l'État. L'individu n'était rien comparé à la République éternelle. C'était du moins le message que le décor cherchait à transmettre. Partie 2, finalisée avec 2400 mots. 10 mois continués pour passer à la 3e partie. Les siècles se succédèrent et le palais des Doges continua d'être le cœur battant de la République vénitienne. Mais aucun empire, aucune république, aucune institution humaine ne dure éternellement. Et Venise, malgré sa longévité exceptionnelle, n'échappa pas à cette règle universelle. Le déclin de la Sérénissime fut lent, presque imperceptible au début, puis de plus en plus évident à mesure que les siècles avançaient. Les grandes découvertes maritimes du XVe et du XVIe siècle,
avait ouvert de nouvelles routes commerciales qui contournaient la Méditerranée. Le commerce des épices, qui avait fait la fortune de Venise, passait désormais par le cap de Bonne-Espérance, contrôlé par les Portugais, puis par les Hollandais et les Anglais. Les guerres contre l'Empire ottoman, bien que souvent victorieuses sur le plan militaire, épuisaient les ressources de la République. Chypre fut perdue en 1570, la Crète en 1669, après un siège de plus de 20 ans. Chaque perte territoriale réduisait les revenus de l'État et affaiblissait sa position stratégique. À l'intérieur du palais, ces difficultés se reflétaient dans les débats de plus en plus tendus des différents conseils. Comment maintenir la puissance navale avec des ressources diminuantes? Comment préserver les colonies restantes face à un ennemi de plus en plus puissant? Comment adapter les institutions vénérables, le tilak, de la République aux réalités changeantes du monde moderne? Ces questions n'avaient pas de réponse facile, et les réponses de qui furent tentées ne suffirent pas à inverser le déclin. Mais il serait trop simple de voir dans cette période uniquement un crépuscule. Venise, au XVIIe et au XVIIIe siècle, resta une ville d'une vitalité culturelle extraordinaire. La musique y florissait comme nulle part ailleurs. Vivaldi composa ses œuvres les plus célèbres pour les jeunes filles de l'Ospedale della Pietà. L'opéra vénitien rayonnait dans toute l'Europe. Les peintres comme Canaletto et Guardi capturaient la beauté de la ville dans des tableaux qui s'arrachaient sur le marché international de l'art. Le palais des Doges lui-même continuait d'impressionner les visiteurs. Le Grand Tour, ce voyage d'éducation que les jeunes aristocrates européens effectuaient à travers le continent, faisait obligatoirement étape à Venise. Les voyageurs anglais, allemands, français, russes, tous venaient admirer la cité des lagunes et son palais légendaire. Leurs récits, publiés dans d'innombrables livres de voyage, contribuèrent à créer l'image romantique de Venise, qui perdure encore aujourd'hui. Mais derrière cette façade brillante, les problèmes s'accumulaient. La noblesse vénitienne, jadis composée de marchands dynamiques et de navigateurs audacieux, s'était progressivement transformée en une caste fermée, que plus préoccupée de préserver ses privilèges que de les mériter par ses accomplissements. Le livre d'or, qui répertoriait les familles nobles ayant droit de participer au gouvernement, n'avait pratiquement pas été ouvert à de nouvelles inscriptions depuis des siècles. Cette fermeture avait des conséquences démographiques préoccupantes. Beaucoup de familles nobles s'éteignaient, faute de descendants. D'autres s'appauvissaient, incapables de maintenir le train de vie que leur rang exigeait. On voyait désormais des nobles réduits à vivre dans des conditions modestes, voire misérables, mais refusant de déroger en exerçant un travail manuel ou commercial. Le système politique lui-même montrait des signes de sclérose. Les mêmes familles se partageaient les mêmes charges depuis des générations. Les réformes étaient difficiles à adopter, car elles menaçaient toujours les intérêts de quelqu'un. L'appareil d'État, jadis admiré pour son efficacité, devenait de plus en plus bureaucratique et lent. Dans les salles du palais des Doges, les délibérations se poursuivaient, les conseils se réunissaient, les rituels séculaires étaient scrupuleusement observés. Mais de plus en plus, tout cela ressemblait à un théâtre où les acteurs jouaient leur rôle par habitude, sans vraiment croire à l'importance de ce qu'ils faisaient. Le conseil des Dix lui-même, jadis si redouté, avait perdu une partie de son mordant. Les exécutions secrètes étaient devenues rares. La surveillance, bien que toujours présente, s'était quelque peu relâchée. Les Vénitiens plaisantaient parfois sur ces espions qui semblaient plus intéressés à collecter leur salaire qu'à découvrir de véritables conspirations. Cette évolution pouvait être vue de deux manières. D'un côté, elle représentait un adoucissement bienvenu d'un système qui avait parfois été excessivement répressif. De l'autre, elle reflétait un affaiblissement général de l'État, une perte de la détermination et de l'énergie qui avait jadis fait la grandeur de la République. La fin vint plus brutalement que beaucoup ne l'avaient anticipé. En 1796, les armées de la jeune République française, commandées par un général corse ambitieux nommé Napoléon Bonaparte, envahirent l'Italie du Nord. Venise, officiellement neutre, tenta de maintenir un équilibre impossible entre les belligérants. Mais Napoléon n'avait que mépris pour cette république qu'il considérait comme décadente et corrompue.
Des incidents se produisirent entre les forces françaises et les autorités vénitiennes. Napoléon saisit ces prétextes pour lancer un ultimatum. Et le 12 mai 1797, le Grand Conseil se réunit une dernière fois dans la salle du Palais des Doges. La scène qui se déroula ce jour-là a quelque chose de pathétique et de poignant. Les nobles vénitiens, descendants de familles qui avaient gouverné pendant des siècles, s'avèrent que leur monde touchait à sa fin. Dehors, on entendait les cris de la foule et les rumeurs d'une émeute. Des troupes françaises approchèrent de la ville. La flotte vénitienne, jadis maîtresse de la Méditerranée, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Dans ces circonstances, elle et le Grand Conseil vota l'abolition de la République et l'acceptation des conditions françaises. Le doge Ludovico Manin, dernier à porter ce titre millénaire, aurait murmuré en retirant son corneau ducal que désormais il n'en aurait plus besoin. Selon la tradition, il remit la coiffe à son serviteur en ajoutant qu'elle ne servirait plus jamais. C'était la fin de 1100 ans d'histoire. La République qui avait survécu aux invasions barbares, aux croisades, aux guerres contre Gênes, aux assauts ottomans, s'effondrait sans combattre devant un général de 27 ans. Les jours qui suivirent virent des scènes que les murs du palais des Doges n'avaient jamais connues. Des soldats français occupèrent les salles où les Doges avaient régné. Les symboles de la République, le lion de Saint-Marc, les armoiries des grandes familles, furent systématiquement détruits ou défigurés. Les archives séculaires furent pillées, certains documents étant envoyés à Paris, d'autres étant simplement dispersés ou perdus. Les trésors du palais, accumulés pendant des siècles, furent confisqués. L'or et l'argent furent fondus pour financer les guerres de la République française. Les œuvres d'art les plus précieuses prirent le chemin des musées parisiens. Le Bucintoro, la galère d'apparat du Doge, chef-d'œuvre de l'artisanat vénitien couvert de sculptures dorées, fut brûlé pour récupérer l'or de ses ornements. C'était une destruction systématique non seulement des richesses matérielles, mais de la mémoire même de la République. Les Français voulaient effacer tout ce qui rappelait l'Ancien Régime et créer un ordre nouveau, basé sur les principes révolutionnaires. Dans cette optique, que le palais des Doges perdait sa signification politique pour devenir simplement un bâtiment parmi d'autres, utilisable pour des fonctions administratives banales. Quelques mois plus tard, par le traité de Campo Formio, Napoléon céda Venise à l'Autriche en échange de la Belgique. La ville, qui avait été une puissance indépendante pendant plus d'un millénaire, devenait une possession provinciale d'un empire étranger. Les Autrichiens, moins idéologiquement hostiles à l'Ancien Régime que les Français, préservèrent davantage le patrimoine vénitien. Mais le palais des Doges n'était plus qu'un monument historique, un souvenir d'une grandeur révolue plutôt qu'un centre de pouvoir vivant. Au cours du XIXe siècle, Venise passa de main en main au gré des bouleversements politiques européens. Brièvement rendue à Napoléon après Austerlitz, elle fut reprise par les Autrichiens après Waterloo. En 1848, une révolution éphémère proclama la restauration de la République de Saint-Marc. Mais cette tentative fut écrasée après un siège dévastateur. Finalement, en 1866, Venise fut rattachée au nouveau royaume d'Italie. Tout au long de cette période troublée, le palais des Doges survécut, bien que dans un état de conservation variable. Certaines parties du bâtiment furent utilisées comme bureaux administratifs, d'autres comme entrepôts. Les prisons continuèrent à fonctionner pendant quelque temps avant d'être finalement désaffectées. Des travaux de restauration furent entrepris à différentes époques, avec des philosophies et des méthodes variables. C'est au cours du XIXe siècle que le palais commença véritablement sa transformation en attraction touristique. Les romantiques européens, fascinés par les ruines et les splendeurs déchues, affluaient à Venise pour contempler la mélancolie d'une grandeur évanouie. Lord Byron, qui séjourna longuement dans la ville, contribua puissamment à créer cette image d'une Venise crépusculaire. Belle dans sa décadence, émouvante dans son déclin. C'est lui qui popularisa le nom de Pont des Soupirs, transformant un simple passage couvert en symbole de tragédie romantique. John Ruskin, le critique d'art anglais, consacra des années à étudier et à documenter l'architecture vénitienne. Son ouvrage monumental, Les pierres de Venise, publié dans les années 1850, ouvrit les yeux de toute une génération sur la valeur artistique et historique du patrimoine vénitien.
Ruskin insistait sur la nécessité de préserver ces trésors menacés par la négligence et les restaurations maladroites. Ses écrits eurent une influence considérable sur l'émergence du mouvement moderne de conservation du patrimoine. Le palais des Doges bénéficia de cette prise de conscience. Des campagnes de restauration furent entreprises avec un soin croissant pour respecter l'authenticité historique du bâtiment. Les œuvres d'art qui avaient survécu au pillage furent cataloguées et protégées. Des recherches archivistiques permirent de mieux comprendre l'histoire du palais et de ses occupants. Au XXe siècle, le palais devint officiellement un musée, ouvert au public moyennant un droit d'entrée. Des itinéraires de visite furent aménagés, permettant aux touristes de parcourir les salles d'apparat, de traverser le fameux pont des Soupirs et de descendre dans les anciennes prisons. Des guides, d'abord en italien, puis dans de nombreuses langues, expliquaient l'histoire et l'art du bâtiment. Cette muséification du palais pose des questions intéressantes sur notre rapport au passé. Quand nous parcourons aujourd'hui les salles dorées du palais des Doges, que voyons-nous vraiment ? Voyons-nous le lieu de pouvoir où se prenaient des décisions affectant le destin de millions de personnes ? Voyons-nous le tribunal où des accusés tremblaient devant leur juge ? Voyons-nous les cachots où des prisonniers désespéraient de jamais revoir la lumière du jour ? Ou voyons-nous simplement un décor spectaculaire, un arrière-plan pittoresque pour nos photographies de vacances, une case à cocher sur notre liste de sites touristiques à visiter ? La réponse varie probablement selon les visiteurs. Certains viennent avec une connaissance approfondie de l'histoire vénitienne et peuvent imaginer les fantômes du passé peuplant ces salles vides. D'autres ne voient que la beauté des lieux, sans vraiment comprendre ce qui s'y est passé. La plupart se situent probablement quelque part entre ces deux extrêmes, captant des bribes d'histoire au fil de leur visite, mais sans avoir le temps ni les moyens de tout assimiler. Les musées modernes essaient de combler ce fossé par des moyens variés. Des panneaux explicatifs, des audioguides, des applications pour smartphone tentent de rendre l'histoire accessible à tous les publics. Des expositions temporaires mettent en lumière des aspects particuliers de l'histoire du palais. Des visites guidées spécialisées permettent d'explorer des parties du bâtiment habituellement fermées au public, comme les itinéraires secrets empruntés par les prisonniers ou les salles d'archives où étaient conservés les documents les plus confidentiels. Mais malgré tous ces efforts, quelque chose se perd inévitablement dans la transformation d'un lieu vivant en musée. Le palais des Doges était conçu pour impressionner et intimider ceux qui y entraient. Cette fonction est aujourd'hui caduque. Nous n'avons plus peur du Conseil des 10. Nous ne tremblons pas devant la majesté du Doge. Nous regardons tout cela avec la distance du touriste. Admiratif peut-être, mais fondamentalement détaché. Et pourtant, quelque chose persiste. Quelque chose dans ces murs, dans ces plafonds dorés, dans ces escaliers de marbre, continue de nous parler à travers les siècles. Peut-être est-ce simplement la beauté de l'art, cette capacité qu'ont les grandes œuvres de transcender leur contexte original pour toucher des spectateurs de toutes les époques. Peut-être est-ce la fascination universelle pour le pouvoir, cette curiosité que nous éprouvons tous pour les lieux où se sont prises les grandes décisions de l'histoire. Ou peut-être est-ce quelque chose de plus profond encore, une reconnaissance que ces murs ont été témoins de toute la gamme de l'expérience humaine, de la gloire à la tragédie, de l'orgueil à l'humiliation, de la puissance à l'impuissance. Les salles dorées nous rappellent ce que les hommes peuvent accomplir quand ils mettent leurs ressources et leur génie au service d'une vision commune. Les cachots nous rappellent ce que les hommes peuvent s'infliger mutuellement quand le pouvoir n'est pas tempéré par la compassion. Cette dualité est peut-être le message le plus durable du Palais des Doges. Aujourd'hui, des millions de visiteurs traversent chaque année ces salles chargées d'histoire. Ils viennent de tous les continents, parlent toutes les langues, appartiennent à toutes les cultures. Pour quelques heures, ils partagent un espace avec les fantômes du passé, même s'ils n'en sont pas toujours conscients. Ils photographient les œuvres du Tintoret sans toujours savoir qui était ce peintre. Ou ils traversent le pont des Soupirs en pensant à l'amour romantique plutôt qu'aux prisonniers qui l'empruntaient jadis. Ils passent devant la bouche de lion sans imaginer les dénonciations qu'elle a reçues pendant des siècles. Et peut-être que cela n'a pas d'importance. Peut-être que la beauté se suffit à elle-même, indépendamment de son contexte historique. Peut-être que chaque génération
a le droit de réinterpréter le passé selon ses propres besoins et ses propres sensibilités. Mais peut-être aussi qu'en comprenant mieux l'histoire de ces lieux, nous les apprécions plus pleinement. Peut-être qu'en sachant ce qui s'est passé dans ces murs, nous regardons les œuvres d'art avec des yeux différents. Les tableaux glorifiant les victoires vénitiennes prennent un sens nouveau quand on connaît les sacrifices qu'elles ont exigés. Les portraits des doges deviennent plus intéressants quand on sait ce que chacun a vécu et accompli. L'absence du portrait de Marino Faliero, ce voile noir qui marque sa condamnation éternelle, devient un symbole puissant plutôt qu'une simple curiosité. Le palais des doges nous invite à cette réflexion sur la nature du pouvoir, sur ses grandeurs et ses misères, sur sa capacité à créer de la beauté et à infliger des souffrances. Cette réflexion reste pertinente aujourd'hui, bien que les formes du pouvoir aient changé depuis l'époque de la Sérénissime. Les républiques modernes ne ressemblent guère à celles de Venise. Nous n'avons plus de conseil des dix ni d'inquisiteurs d'État. Nos prisons, malgré leurs défauts, ne sont plus des cachots humides sous le niveau de la lagune. Nos gouvernements, malgré leurs imperfections, sont soumis à des contrôles et des contre-pouvoirs que les Vénitiens n'auraient pas imaginés. Et pourtant, les questions fondamentales demeurent. Comment équilibrer la sécurité et la liberté? Comment exercer le pouvoir sans en abuser? Comment bâtir des institutions qui survivent à leurs fondateurs? Comment préserver l'héritage du passé tout en s'adaptant aux exigences du présent? Le palais des doges ne répond pas à ces questions, mais il les pose avec une éloquence que les mots seuls ne pourraient atteindre. Quand la nuit tombe sur Venise et que les derniers touristes quittent le palais, un silence particulier s'installe sur ces vieux murs. Les salles d'apparat, vidées de leurs visiteurs, retrouvent une majesté que le brouhaha diurne leur avait fait perdre. Les ombres s'allongent sur les mosaïques des sols et sur les dorures des plafonds. Dans l'obscurité des anciennes prisons, on peut presque imaginer entendre les soupirs de ceux qui y ont été enfermés. C'est dans ces moments de silence que le palais semble le plus vivant, paradoxalement. Comme si les fantômes du passé attendaient le départ des vivants pour reprendre possession de leur domaine. Comme si les doges en robe pourpre déambulaient encore dans les couloirs qu'ils ont si souvent parcourus. Comme si les secrétaires et les espions murmuraient encore leurs rapports dans les antichambres. Comme si les prisonniers grattaient encore les murs de leurs cellules, comptant les jours jusqu'à une libération qui pour certains ne vint jamais. Ces images ne sont que des projections de notre imagination, bien sûr. Les morts sont morts et ne reviendront pas. Le passé est passé et ne peut être changé. Mais les lieux gardent une mémoire, d'une certaine façon. Ils portent l'empreinte de tout ce qui s'y est passé, même si cette empreinte n'est visible qu'à ceux qui savent regarder. Le palais des doges n'était pas un monstre ni une victime. C'était le produit d'une époque, d'une société, d'une façon de comprendre le monde qui n'est plus la nôtre. Il était le reflet fidèle de la République qu'il avait construit, avec ses grandeurs et ses zones d'ombre, ses accomplissements admirables et ses pratiques troublantes. Juger ce passé est facile. Le comprendre est plus difficile, mais aussi plus enrichissant. Car en comprenant le passé, nous nous comprenons nous-mêmes un peu mieux. Nous voyons d'où nous venons et peut-être où nous risquons d'aller si nous n'y prenons pas garde. Les maisons, dit-on, survivent aux hommes. Le palais des doges a survécu à tous ceux qui l'ont construit, habité, gouverné, craint. Il survivra probablement à nous aussi et à nos descendants pendant encore bien des générations. Et peut-être est-ce pour cela qu'il continue de nous fasciner. Parce qu'il nous rappelle, avec une clarté impitoyable, combien tout le reste est éphémère. Les empires s'effondrent, les républiques tombent, les fortunes se dissipent, les familles s'éteignent, les noms les plus illustres finissent par être oubliés. Mais les pierres demeurent. Et avec elles, les histoires qu'elles ont à raconter, pour peu que nous prenions le temps de les écouter. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire du palais des doges. Repose-toi bien. Les siècles se succédèrent, et le palais des doges continua d'être le cœur battant de la République vénitienne. Mais aucun empire, aucune république, aucune institution humaine ne dure éternellement. Et Venise, malgré sa longévité exceptionnelle, n'échappa pas à cette règle universelle. Le déclin de la Sérénissime fut lent.
presque imperceptible au début, puis de plus en plus évident à mesure que les siècles avançaient. Les grandes découvertes maritimes du XVe et du XVIe siècle avaient ouvert de nouvelles routes commerciales qui contournaient la Méditerranée. Le commerce des épices, qui avait fait la fortune de Venise, passait désormais par le cap de Bonne-Espérance, contrôlé par les Portugais, puis par les Hollandais et les Anglais. Les guerres contre l'Empire ottoman, bien que souvent victorieuses sur le plan militaire, et épuisaient les ressources de la République. Chypre fut perdue en 1570, la Crète en 1669, après un siège de plus de 20 ans. Chaque perte territoriale réduisait les revenus de l'État et affaiblissait sa position stratégique. À l'intérieur du palais, ces difficultés se reflétaient dans les débats de plus en plus tendus des différents conseils. Comment maintenir la puissance navale avec des ressources diminuantes ? Comment préserver les colonies restantes face à un ennemi de plus en plus puissant ? Comment adapter les institutions vénérables de la République aux réalités changeantes du monde moderne ? Ces questions n'avaient pas de réponse facile, et les réponses qui furent tentées ne suffirent pas à inverser le déclin. Mais il serait trop simple de voir dans cette période uniquement un crépuscule. Au Venise au XVIIe et au XVIIIe siècle resta une ville d'une vitalité culturelle extraordinaire. La musique y florissait comme nulle part ailleurs. Vivaldi composa ses œuvres les plus célèbres pour les jeunes filles de l'Ospedale della Pietà. L'opéra vénitien rayonnait dans toute l'Europe. Les peintres comme Canaletto et Guardi capturaient la beauté de la ville dans des tableaux qui s'arrachaient sur le marché international de l'art. Le carnaval de Venise, cette période de licence et de masques qui durait plusieurs mois, attirait des visiteurs de tout le continent. Dans les salles du Palais des Doges, on donnait parfois des réceptions somptueuses où les nobles vénitiens rivalisaient de magnificence avec les ambassadeurs étrangers. Les costumes étaient extravagants, les bijoux éblouissants, les conversations raffinées. C'était une société qui cultivait l'art de vivre jusqu'à l'excès. Peut-être justement parce qu'elle pressentait confusément que ces jours étaient racontés. Le palais des Doges lui-même continuait d'impressionner les visiteurs. Le Grand Tour, ce voyage d'éducation que les jeunes aristocrates européens effectuaient à travers le continent, faisait obligatoirement étape à Venise. Les voyageurs anglais, allemands, français, russes, tous venaient admirer la cité des lagunes et son palais légendaire. Leurs récits, publiés dans d'innombrables livres de voyage, contribuèrent à créer l'image romantique de Venise qui perdure encore aujourd'hui. Goethe, lors de son célèbre voyage en Italie, fut profondément impressionné par Venise. Il décrivit dans son journal l'émotion qu'il ressentit en découvrant la place Saint-Marc et le palais des Doges pour la première fois. Cette beauté, écrivit-il, dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Et pourtant, même lui percevait quelque chose de mélancolique dans cette splendeur, comme si la ville tout entière était consciente de son déclin inévitable. Mais derrière cette façade brillante, les problèmes s'accumulaient. La noblesse vénitienne, jadis composée de marchands dynamiques et de navigateurs audacieux, s'était progressivement transformée en une caste fermée, plus préoccupée de préserver ses privilèges que de les mériter par ses accomplissements. Le livre d'or, qui répertoriait les familles nobles ayant droit de participer au gouvernement, n'avait pratiquement pas été ouvert à de nouvelles inscriptions depuis des siècles. Cette fermeture avait des conséquences démographiques préoccupantes. Beaucoup de familles nobles s'éteignaient faute de descendants. D'autres s'appauvrissaient, incapables de maintenir le train de vie que leur rang exigeait. On voyait désormais des nobles réduits à vivre dans des conditions modestes, voire misérables, mais refusant de déroger en exerçant un travail manuel ou commercial. Ces nobles appauvris, qu'on appelait parfois les Barnabotti, du nom du quartier où beaucoup d'entre eux résidaient, représentaient un problème croissant pour la République. Ils conservaient leur droit de vote au Grand Conseil, mais n'avaient plus les moyens de jouer un rôle significatif dans la vie politique. Certains vendaient leur vote aux plus offrants. D'autres se contentèrent de toucher les maigres allocations que l'État leur versait pour maintenir un minimum de dignité. C'était un spectacle affligeant que celui de ces héritiers de familles glorieuses réduits à mendier la charité de leurs compatriotes. Le système politique lui-même montrait des signes de sclérose. Les mêmes familles se partageaient les mêmes charges depuis des générations.
Les réformes étaient difficiles à adopter car elles menaçaient toujours les intérêts de quelqu'un. L'appareil d'État, jadis admiré pour son efficacité, devenait de plus en plus bureaucratique et lent. Des voix s'élevaient parfois pour réclamer des changements, pour ouvrir le système à de nouveaux talents, pour adapter les institutions aux réalités du temps présent. Mais ces voix restaient minoritaires, et ceux qui les portaient risquaient d'attirer sur eux l'attention malveillante des gardiens de l'ordre établi. Dans les salles du palais des doges, les délibérations se poursuivaient, les conseils se réunissaient, les rituels séculaires étaient scrupuleusement observés. Mais de plus en plus, tout cela ressemblait à un théâtre où les acteurs jouaient leur rôle par habitude, sans vraiment croire à l'importance de ce qu'ils faisaient. Les discours prononcés dans la salle du Grand Conseil avaient une éloquence creuse. Les votes étaient prévisibles, les décisions sans conséquences réelles. Le pouvoir véritable, dans la mesure où il existait encore, s'exerçait ailleurs, dans les coulisses, dans les conversations privées, dans les arrangements tacites entre familles influentes. Le Conseil des Dix lui-même, jadis si redouté, avait perdu une partie de son mordant. Les exécutions secrètes étaient devenues rares. La surveillance, bien que toujours présente, s'était quelque peu relâchée. Les Vénitiens plaisantèrent parfois sur ces espions qui semblaient plus intéressés à collecter leur salaire qu'à découvrir de véritables conspirations. Un jour, raconte-t-on, un noble Vénitien aurait dit à haute voix dans un café que le gouvernement était composé d'imbéciles. Un ami lui aurait fait remarquer qu'un espion du Conseil des Dix était assis à la table voisine. Et le noble aurait répondu en haussant les épaules que l'espion était probablement d'accord avec lui. Cette anecdote, qu'elle soit vraie ou apocryphe, illustre bien l'atmosphère de désenchantement qui régnait à Venise à la veille de sa chute. Les siècles se succédèrent, et le palais des doges continua d'être le cœur battant de la République vénitienne. Mais aucun empire, aucune république, aucune institution humaine ne dure éternellement. Et Venise, malgré sa longévité exceptionnelle, n'échappa pas à cette règle universelle. Le déclin de la Sérénissime fut lent, presque imperceptible au début, puis de plus en plus évident à mesure que les siècles avançaient. Les grandes découvertes maritimes du XVe et du XVIe siècle avaient ouvert de nouvelles routes commerciales qui contournaient de la Méditerranée. Le commerce des épices, qui avait fait la fortune de Venise, passait désormais par le cap de Bonne-Espérance, contrôlé par les Portugais, puis par les Hollandais et les Anglais. Ces nouvelles puissances maritimes, avec leurs flottes modernes et leurs colonies lointaines, reléguaient progressivement Venise au rang de puissance régionale. La République tentait de s'adapter, de diversifier ses activités, de trouver de nouvelles sources de revenus. Mais le monde changeait plus vite qu'elle ne pouvait suivre. Les guerres contre l'Empire ottoman, bien que souvent victorieuses sur le plan militaire, épuisaient les ressources de la République. Chypre fut perdue en 1570, après un siège terrible où la garnison vénitienne résista héroïquement avant d'être massacrée. La Crète, joyau de l'empire colonial vénitien, tomba en 1669, après un siège de plus de 20 ans, qui reste l'un des plus longs de l'histoire. Chaque perte territoriale réduisait les revenus de l'État et affaiblissait sa position stratégique. Les marchands vénitiens, jadis maîtres incontestés du commerce oriental, que se voyaient supplantés par leurs concurrents européens. À l'intérieur du palais, ces difficultés se reflétaient dans les débats de plus en plus tendus des différents conseils. Comment maintenir la puissance navale avec des ressources diminuantes ? Comment préserver les colonies restantes face à un ennemi de plus en plus puissant ? Comment adapter les institutions vénérables de la République aux réalités changeantes du monde moderne ? Comment financer les guerres sans écraser le peuple sous les impôts ? Comment maintenir le prestige de Venise dans un monde où de nouvelles puissances émergeaient chaque jour ? Ces questions n'avaient pas de réponse facile, et les réponses qui furent tentées ne suffirent pas à inverser le déclin. Les Vénitiens les plus lucides voyaient bien que quelque chose de fondamental avait changé. Leur république, soit autrefois à l'avant-garde de l'Europe, devenait progressivement un anachronisme. Mais il serait trop simple de voir dans cette période uniquement un crépuscule. Venise au XVIIe et au XVIIIe siècle resta une ville d'une vitalité culturelle extraordinaire. La musique y florissait comme nulle part ailleurs en Europe.
Antonio Vivaldi, le prêtre roux, composa ses œuvres les plus célèbres pour les jeunes filles de l'Ospedale della Pietà, un orphelinat dont l'orchestre était réputé dans toute l'Europe. Les 4 saisons, ces concertos qui restent parmi les plus joués au monde, furent créés à Venise et pour Venise. Leur virtuosité, leur énergie, leur joie de vivre semblaient démentir le déclin politique de la cité. L'opéra vénitien rayonnait dans toute l'Europe, attirant compositeurs et chanteurs des 4 coins du continent. Les théâtres de la ville, parmi les plus anciens et les plus prestigieux, présentèrent des spectacles d'une magnificence inégalée. Les Vénitiens étaient passionnés de musique, d'opéra, de théâtre. Même les plus pauvres trouvaient le moyen d'assister aux représentations, quitte à se contenter des places les moins chères. Les peintres comme Canaletto et Francesco Guardi capturaient la beauté de la ville dans des tableaux qui s'arrachaient sur le marché international de l'art. Ces vedutes, ces vues de Venise peintes avec une précision presque photographique, étaient particulièrement prisées par les aristocrates anglais qui effectuèrent leur grand tour. Elles ornaient les demeures de la noblesse européenne, rappelant à leurs propriétaires les merveilles qu'ils avaient contemplées lors de leur voyage en Italie. Giovanni Battista Tiepolo, peut-être le plus grand peintre décoratif du XVIIIe siècle, couvrait les plafonds des palais vénitiens de fresques lumineuses où les dieux de l'Olympe côtoyaient les allégories de la puissance vénitienne. Son style aérien, ses couleurs claires, sa maîtrise de la perspective créaient des illusions vertigineuses qui transportèrent le spectateur dans un monde de beauté idéale. Ses œuvres, créées pour des commanditaires qui se savaient peut-être les derniers de leur lignée, avaient pour quelque chose de poignant dans leur magnificence. C'était comme si Venise, pressentant sa fin, voulait laisser un dernier témoignage de sa grandeur. Le carnaval de Venise, cette période de licence et de masques qui durait plusieurs mois, attirait des visiteurs de tout le continent. Pendant le carnaval, les distinctions sociales s'effaçaient derrière les masques. Le noble et le roturier, le riche et le pauvre, l'homme et la femme, tous pouvaient en fait se mêler dans l'anonymat des ruelles et des places. Les jeux de hasard, officiellement interdits le reste de l'année, étaient tolérés pendant cette période. Les intrigues amoureuses se nouaient et se dénouaient à l'abri des masques. Les espions et les aventuriers de toute l'Europe se retrouvaient à Venise pour profiter de cette atmosphère de liberté surveillée. Car même pendant le carnaval, le conseil des Dix veillait. Ses agents, eux aussi masqués, se mêlaient à la foule, écoutant les conversations, notant les comportements suspects. La liberté du carnaval était une liberté encadrée, une soupape de sécurité soigneusement contrôlée par les autorités.